Salut Sophie. Salut Florian. Et salut à tous, auditeurs et auditrices. Merci à vous de nous rejoindre pour le grand retour du Courrier de la Sterne. On se retrouve pour vous raconter nos meilleures anecdotes ornithologiques de ces 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ? Eh ben ça va très bien, et toi ? Eh ben ça va très très bien, je suis très content de relancer le Courrier de la Sterne avec une nouvelle personne donc, après Victor lors de la première saison. Alors vous inquiétez pas, hein, Victor va très très bien, il est juste en master, il n'a juste plus le temps de réaliser l'émission avec moi, donc du coup l'émission aura lieu avec Sophie que je vais laisser se présenter désormais, qui m'accompagnera lors de cette nouvelle saison pour parler bien évidemment oiseaux et revenir sur nos découvertes comme chaque semaine nous le faisions avec Victor. Sophie, est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs et à nos chères auditrices qui te découvrent du coup, ou peut-être pas, qui sait? Qui sait? Eh ben avec plaisir Florian. Écoute, moi c'est Miss Plume, donc je suis sur la chaîne Antractosciences et j'ai quelques années d'expérience dans la conservation des espèces et particulièrement chez les oiseaux. Je travaille pour l'association des zoos et aquariums africains et je suis la conseillère scientifique pour cette association. Voilà. Et elle sera sans doute la conseillère scientifique sur le Courrier de la Sterne pour éviter que je raconte des bêtises. Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, je suis très contente d'être là. Comme Victor le faisait, le faisait parfois, parce que je n'ai pas de diplôme, je viens juste avec les connaissances que j'ai. Et en parlant de connaissances, je suis venu avec un sujet qui est très très intéressant. Je vais peut-être commencer, à moins que tu veuilles démarrer. Vas-y, tu veuilles démarrer je t'en l'émission. Je vais démarrer avec un sujet que ça fait très très longtemps que je l'étudie. Ce sujet, c'est les fameux oiseaux vénéneux. Alors c'est très important de dire vénéneux et pas venimeux, contrairement c'est tout à fait différent. à ce qu'on pourrait penser. Alors grosso modo, pourquoi il y a la distinction entre vénéneux et venimeux? Ça vient entre guillemets du mode d'action du poison. Venimeux, c'est plus un animal qui va vous attaquer ou qui va se défendre et qui va vous l'injecter du coup, alors qu'un animal vénéneux, lui, va plutôt se signaler pour éviter d'être mangé. C'est le cas par exemple de certaines grenouilles que l'on trouve en Amérique du Sud, et c'est le cas de certains oiseaux comme le Pitohi bicolore qui avait été découvert en 1990 par Jack Doombatcher, complètement par hasard. Il étudiait l'oiseau en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il s'est fait blesser par l'oiseau et puis il a léché sa plaie comme un réflexe naturel, et il a ressenti une grande douleur au niveau de la bouche qu'il assimilait à une pile de 9 volts. Et en tant que bon scientifique, et toi tu le sais pertinemment Sophie, il a retenté l'expérience pour savoir si ça venait de l'oiseau. Évidemment. Donc du coup il a pris une plume dans sa bouche, il l'a léché et il a effectivement remarqué que ça faisait exactement la même chose. Et alors je sais plus si c'est son directeur de thèse de l'époque ou si c'est le directeur de son laboratoire qui lui disait ah mais attends, c'est une découverte, il faut qu'on la fasse dans Science ou dans Nature, je sais plus quel papier très célèbre. Ouais. Et effectivement ça a fait la couverture d'un des magazines, puisque c'était la première fois au XXe siècle, puisque les autochtones le savaient déjà que le Pitohi bicolore était un oiseau qui était dangereux. Il est même surnommé l'oiseau poubelle pour ça. C'est pour ça que effectivement il est impropre pratiquement à la consommation. Et donc du coup le Pitohi bicolore, comme 8 autres espèces, donc Pitohi et Ifrita, sont considérés comme des oiseaux dits vénéneux. Il y avait quand même beaucoup de choses qui restaient encore à découvrir sur ces oiseaux, et il y a une étude qui est sortie au mois de mars dernier de Knut Johnson, alors j'espère que je prononce bien le nom, je pense pas mais j'espère, du Muséum d'histoire naturelle du Danemark, qui ont découvert 2 nouvelles espèces d'oiseaux qui étaient vénéneuses, alors que pourtant ce sont des espèces qui sont très connues
est relativement très répandu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment dans le centre de l'île, à savoir donc le siffleur de Schlegel et le siffleur à nuque rousse, que l'on appelle également le carillonneur à nuque rousse. Et donc ces deux oiseaux qui ont été découverts, mais c'est pas tout. Ils ont essayé de comprendre pourquoi les oiseaux, n'étaient pas affectés par le fait justement de posséder ces toxines. La bactracotoxine, pour être précise, c'est le poison c'est un dérivé de la bactracotoxine qui était présent chez le pitoi et chez ces oiseaux-là. Et ils ont découvert en réalité qu'il s'agissait d'une mutation génétique sur le canal musculaire NAV1-4. On rentre un petit peu dans le... Oui, là, on va vraiment dans les détails, là. Dans le détail, mais grosso modo, ce canal se ferme pour éviter justement que les molécules toxiques n'empêchent l'oiseau ou l'animal, mais en l'occurrence ici l'oiseau, de s'empoisonner lui-même. Alors, comme beaucoup d'animaux qui sont vénéneux, ces animaux trouvent leur poison, j'ai envie de dire, dans la nature, soit en ingérant des animaux, soit en ingérant des végétaux. Et il s'avère que c'est un petit insecte du nom de la famille des Miliridae. Alors j'ai pas malheureusement de nom français à donner, qui serait responsable pour les oiseaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que on est uniquement en Papouasie-Nouvelle-Guinée ici, du fait que ces oiseaux sécrètent ces toxines, on va dire dangereuses, mais ce sont pas les seuls animaux à le faire. On y reviendra d'ici quelques instants, puisqu'il y a un oiseau qui est très connu et européen qui le fait aussi. Il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes vis-à-vis de cette étude et vis-à-vis du pitoi bicolore, notamment le fait que le pitoi bicolore arbore un plumage très caractéristique des oiseaux et des animaux qui sont dangereux, à savoir une alternance entre l'orange et le noir, donc qui est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans la nature et qui est symbole justement de vigilance. En gros, pour dire ne mangez pas, sinon vous allez le regretter. Oui, grosso modo, ça se passe comme ça. Bah oui. Et il s'avère que pour le siffleur de Schlegel et le carillonneur à nuque rousse, on n'a pas finalement ce genre de plumage caractéristique. Et certains, les scientifiques pensent que ça pourrait être dû, pensent que ces oiseaux qu'on pourrait sentir le fait que ces oiseaux soient toxiques. Alors j'ai pas trouvé davantage d'informations là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était sentir. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de pouvoir revenir là-dessus. J'essaye de retrouver l'endroit où c'était noté, puisque je l'avais noté dans mes fiches. Évidemment, nous avons des fiches, il faut pas rigoler. D'accord, sentir. C'est intéressant. Et ouais, c'est effectivement assez intéressant. Et autre chose assez intéressant, c'est que visiblement la bactracotoxine, donc les molécules de bactracotoxine, ne sont entre guillemets intégrées que lors de la mue du plumage. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que les plumes, y a une mue qui s'opère chaque année, et c'est lors de cette mue visiblement que les oiseaux acquièrent entre guillemets ce plumage vénéneux. Alors, est-ce que ce plumage, il devient moins vénéneux au fur et à mesure du temps ? Possible. Est-ce que cette particularité vient avec la période de reproduction où les oiseaux sont plus vulnérables ? Possible aussi. Quoi qu'il en soit, c'est lors de la mue des oiseaux que l'intégration de la bactracotoxine se fait. Oui, il me semble Et enfin, il y a un dernier point, puisque j'ai parlé d'un oiseau qui était proche de chez nous et qui est vénéneux, c'est la caille des blés. La caille des blés qui est vénéneuse uniquement en automne. Alors c'est assez intéressant parce que elle est au printemps vénéneuse lors de la migration vers le nord. Et elle est vénéneuse en automne lors de la migration vers le sud. Ce
qui est assez intriguant quand on y pense. Et ce sont des cas d'empoisonnement qui sont connus depuis très très longtemps à la ciguë. Alors j'avais oui, c'est pas n'importe quoi quand même, c'est de la ciguë. Ouais, c'est effectivement des baies que les oiseaux ingèrent et qui présentent par la suite qui présentent par la suite un caractère potentiellement dangereux pour l'homme. Sachant qu'on l'a pas dit, mais le Pitoy Jack Doombatcher va très bien, vous inquiétez pas, j'ai appelé la semaine dernière, il va très bien. Puisque il y a quasiment au niveau de la douleur, Jack Doombatcher, comme je l'ai dit en préambule, ressentait assez peu la douleur. Par contre, c'est une espèce qui est visiblement impropre à la consommation que le Pitoy bicolore, et peut-être pour d'autres espèces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en tout cas, voilà, les oiseaux vénéneux, c'est des oiseaux qu'on connaît pas forcément. Et ça fait partie de ces petites curiosités ornithologiques, comme les oiseaux nous en offrent bien souvent. Et oui. Et j'étais très content de revoir un petit peu, de pouvoir reparler un petit peu de ces oiseaux qui sont mythiques, à vrai dire. Ah, ça, c'est clair. Mais du coup, on a une idée de pourquoi est-ce qu'ils sont vénéneux? Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça? Comme je l'ai annoncé, est-ce que c'est pour peut-être se protéger lors de la période de reproduction? Parce que, comme on l'a dit, c'est en lien avec la mue, en lien avec la mue du plumage. Est-ce que ça protège davantage les jeunes lorsque ceux-ci acquièrent entre guillemets leur plumage immature puis adulte? Là encore une fois, il y a la question de savoir si les plumes sont directement vénéneuses dès le départ. Peut-être que ça se trouve lorsque les jeunes naissent, le plumage présente déjà des signes de entre guillemets de dangerosité. Ça n'a pas été étudié à ma connaissance. Donc il peut s'agir de plein de choses. Mais soit j'ai pas trouvé l'information là-dessus, soit à ma connaissance il n'existe pas d'information là-dessus pour D'accord. entre guillemets lever le voile sur le pourquoi ces oiseaux présentent cette caractéristique. Et pour la migration de la caille des blés, étant donné que c'est en migration, on peut supposer que c'est pour éviter de se faire manger par des prédateurs. Oui, en migration, oui, ils sont toujours plus ou toute autre chose de ce type-là. Ouais. Donc non, bactracotoxine pour le coup, le fait que certains oiseaux la possèdent. Non, mais c'est super intéressant parce que la batracotoxine, d'où son nom, ça vient des batraciens, des dendrobates d'Amérique du Sud, c'est ça? Exactement. Il y a des petites dendrobates très colorées, il y en a des jaunes, il y en a des bleus, il y en a des vertes, c'est superbe comme couleur. Mais je sais pas, pour les oiseaux, je me disais, vu que c'est mis dans la plume pendant sa pousse, vu que après la pousse, évidemment, on met plus rien dans la plume, donc c'est logique en un sens. Est-ce que ce serait pas juste pour se protéger des parasites du style des poux, par exemple, parce que les oiseaux ont des poux comme nous. Ça peut être le cas, hein. Ça peut être le cas après. Après, faut voir. Peut-être que les oiseaux. Alors, je sais pas si c'est possible. Tu vas me le dire, mais peut-être qu'en réalité, on a 11 espèces, hein, je crois, d'oiseaux, 10 ou 11 espèces d'oiseaux qui sont vénéneuses. Et peut-être que ces espèces d'oiseaux sont vénéneuses pour différentes raisons. Peut-être effectivement une pour se protéger éventuellement de prédateurs potentiels, d'autres effectivement pour éviter le parasitisme. Donc je sais pas si c'est possible. Tu en sauras peut-être à plus mon que avis, moi. ça peut être tout à fait possible. Hein. ça m'étonnerait pas. Mais ouais, justement, un truc anti-parasite, peut-être que c'est pas assez puissant pour ça. Après avoir lu, il me semble que j'ai lu l'article et que il disait que c'était pas suffisamment puissant pour être vraiment pour empêcher vraiment les parasites, mais alors peut-être en moindre mesure, je sais pas. Parce que c'est quand même une évolution intéressante, ça nécessite quand même de faire évoluer des sortes, de posséder des mutations qui rendent de base l'oiseau insensible à la batrachotoxine pour pouvoir la réutiliser derrière, donc c'est quand même... Mais ça c'est intéressant ce que tu dis, je l'ai peut-être loupé dans l'étude, mais si l'oiseau du coup utilise entre guillemets la batrachotoxine pour éliminer les parasites et que visiblement c'est pas suffisant, pourquoi du coup l'oiseau se mettrait à produire ce genre de comment dire de molécules c'est parce que du coup t'as toute une machinerie cellulaire qui est derrière, qui est utilisée pour ça, donc c'est des dépenses énergétiques supplémentaires pour l'oiseau et qui pourraient être utilisées pour autre chose, notamment pendant la période de repro par exemple.
Donc c'est pour ça que la question du pourquoi se pose. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Clairement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont encore à découvrir sur ces oiseaux. Je l'ai dit, 1990 pour la découverte. Après Jacques Doumbacher, c'est le spécialiste des oiseaux vénéneux. J'avais eu l'occasion d'échanger avec lui il y a quelques années. On avait un petit peu discuté justement des études relatives notamment au Pitois bicolore. Mais voilà, voir le fait qu'on recommence à parler de ce sujet, parce que je crois que la dernière étude elle date de 2014 sur les oiseaux vénéneux, donc ça fait une bonne décennie qu'on s'y est pas spécialement intéressé. Oui. Après, on a aussi la chance d'avoir découvert, entre guillemets, deux nouvelles espèces d'oiseaux qui le sont. Donc, est-ce que ça a mené aussi à la découverte de ces deux nouvelles espèces, ont mené justement à l'étude sur la modification génétique du canal NAV1-4. C'est possible aussi. Ça, après, c'est plus de la génétique. Là, j'avoue que c'est un peu moins mon domaine. Mais ça pourrait être très intéressant de regarder ça. Mais toi, tu vas nous parler d'un autre sujet du coup, qui n'a rien à voir avec les passereaux, je crois. Rien du tout. On va parler des ibis. Alors, si vous connaissez les ibis, c'est ces espèces d'oiseaux qui sont quand même assez gros, qui ont un bec recourbé et qui souvent vivent plus en Afrique. Et ça tombe bien parce que c'est là où je vis en ce moment, donc je me suis dit, je vais prendre un petit sujet de par chez moi, voilà, histoire de changer un peu. Et donc, on va parler aujourd'hui de 3 ibis. Alors, un ibis qui, par chez nous, correspond un peu au pigeon de Johannesburg, qui est l'ibis Adeda. Donc, c'est un gros oiseau grisâtre, avec quelques reflets sur le plumage un petit peu irisé, et puis avec un long bec gris avec un peu de rouge dessus. On va avoir 2 autres ibis aussi avec lui, qui va être l'ibis sacré, que vous connaissez certainement après les Égyptiens, c'est pareil, c'est africain comme ibis, donc avec du noir et du blanc, celui-là. Et puis le petit dernier, ça va être l'ibis falcinelle, qui lui est plus dans les tons brun noir, et qui va être un peu plus petit et plus inféodé au milieu aquatique, celui-là. Voilà, les 2 autres sont plus des ibis qui sont plus milieu plus terrestre, on va dire, voilà, plus continental. L'ibis falcinelle, c'est vraiment quelque chose qui va être plus des milieux côtiers, alors rivière ou côte carrément des fois. Mais voilà, c'est plus... Et donc le pigeon de Johannesburg. Oui. Pourquoi depuis quelques années, il y a eu un phénomène assez intéressant sur ces ibis, c'est qu'ils ont commencé à migrer. Alors il y a quelques années, il y a 10 ans de ça, ils étaient pas du tout en ville, ils étaient plus à la campagne. Et petit à petit, ces oiseaux se sont adaptés aux villes. Et maintenant, ils ont commencé à vivre dans le centre-ville des grandes cités sud-africaines. Et parce qu'ils s'y sentent très très bien, ils trouvent de la nourriture, il y a des détritus partout, eux ça leur convient tout à fait. Il y a des jardins où ils peuvent aller se nourrir aussi, parce qu'on va parler de leur mode de nourrissage dans pas longtemps, c'est un peu le sujet de l'étude. Et puis voilà, ils sont très adaptés à l'humain, ils ont aucun souci à vivre à côté de nous, c'est fait partie de ces animaux qui sont capables de s'adapter aux activités humaines et qui au contraire en retirent un bénéfice, comparé à d'autres espèces qui, elles, ont plus tendance à disparaître au contact de l'humain. Donc on les considère un peu comme des gros pigeons parce qu'ils sont vraiment partout. Ils sont vraiment partout dans la ville, on les entend, ils ont un cri bien particulier en plus, et comme ils sont bien lourds, on les entend même se poser sur les toits le matin à 5h du mat. Je peux vous assurer que ça fait un sacré réveil. Ça a l'air de parler d'expérience. Absolument. Ça s'entend tant que ça. Enfin, bref. Ça se devine tant que ça en tout cas. Ah bah... Effectivement, c'est d'expérience. Donc bref, j'ai envie de parler aujourd'hui d'une petite étude qui n'a pas fait trop de bruit quand elle est sortie, qui est sortie en 2022 par Carla Dutoit, Anusuya Chinsami et Suzanne Cunningham, donc 3 chercheuses sud-africaines, et qui ont décidé d'étudier un organe qui est au bout du bec des ibis,
et qui est constitué de tas de petits trous, et qui est en fait un organe sensoriel qui leur permet de sentir notamment les vibrations dans le sol. Alors ça va se rapporter à leur mode de nourrissage, tout simplement. C'est-à-dire que c'est des oiseaux qui, avec leur long bec, vont aller piquer dans le sol à la recherche de proies. Alors des petits vers de terre, des petits trucs comme ça. Et puis bon, pour les ibis qui sont plus proches du bord de l'eau, ça va être piquer dans l'eau, cette fois-ci, ou dans le sable un peu meuble, pour récupérer des petits crustacés, des petits trucs comme ça. Et donc, avec ce petit organe au bout du bec, qui est ces tout petits trous, ils vont réussir à capter les vibrations du sol. Et c'est là que c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que cet organe-là, c'est un organe qui n'a pas besoin de toucher la proie pour savoir qu'il y a quelque chose à proximité. C'est-à-dire que c'est... alors ils ont un nom spécial que je vais te retrouver dans 2 secondes. C'est fou ça. Ouais, et ils appellent ça du remote touch, donc du toucher lointain, voilà, du toucher de loin. De loin, en quelque sorte. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça n'a pas été tant étudié que ça, parce que c'est un peu compliqué à étudier, vu qu'il y a des parties à la fois qui sont visibles sur le squelette et des parties qui sont visibles sur l'animal de son vivant, c'est-à-dire avec les muscles, la peau, etc. Donc okay. C'est un peu plus compliqué à étudier, et dernièrement ils ont réussi à l'étudier, parce qu'en plus c'est des structures toutes petites qu'ils ont fait passer au CT scan, donc ce genre de scanner qui permet vraiment de voir les détails avec une résolution très très fine sur le bec de ces animaux. Et donc ils ont trouvé sur ces 3 ibis que finalement cet organe n'était pas exactement le même entre les différentes espèces. Et alors c'est là que ça devient super intéressant, c'est que ces 3 espèces d'ibis habitent dans 3 milieux un petit peu différents. Donc on a vu que l'ibis adeda, il vit plus en ville, il va pas du tout vivre au bord de l'eau, lui. Il vit vraiment voilà, au milieu de l'homme, avec sur les jardins, dans des grandes prairies, dans ce genre d'endroit. Et il va utiliser son bec donc pour piquer dans la terre, directement. Ensuite, vous allez avoir l'ibis sacré, qui lui va se retrouver sur les bords du Nil par exemple, qui va pouvoir aller sur le bord de l'eau aussi, donc aller un peu piquer dans le sable, dans la glaise, dans ce genre de choses, mais qui va aussi pouvoir se débrouiller sur la terre ferme, et qui va faire comme l'ibis adeda, piquer dans les jardins, voilà, sur de la terre un peu plus dure, en quelque sorte. Et puis vous allez avoir le dernier ibis, qui est donc l'ibis falcinelle, qui lui est seulement un féodé au milieu aquatique, et qui ne va pas du tout aller sur les prairies ou sur la terre. Voilà, donc on a vraiment 3 modes d'alimentation qui sont un petit peu différents, une adaptation un petit peu différente à différents milieux, et c'est là que ça devient super intéressant, parce que du coup, ce qu'ils ont sur le bec, la forme de leur organe qui leur permet de sentir les vibrations, n'est pas exactement le même non plus. Et donc dans leur étude, ils ont trouvé que en fait, en fonction du milieu, en fonction de l'endroit où vous allez piquer dans le sol, ce petit organe allait différer notamment dans le nombre de trous qu'il y a dans cet organe, et le nombre de petites cellules qui vont servir à capter les vibrations. Et moi je trouve ça super intéressant, parce qu'en fait ça va aussi être dépendant de la forme du bec, c'est-à-dire que cet organe, c'est comme pour n'importe quel organe en fait, si vous voulez qu'il soit efficace, il faut quand même qu'il ait une certaine taille. Donc, vu le bec des ibis et cette forme très allongée qu'on a, qui leur sert à piquer dans le sol, il faut quand même qu'il soit assez allongé pour arriver à piquer dans quelque chose, mais il faut pas qu'il soit trop fin non plus, parce que sinon il risque de casser. C'est pareil, vous pouvez pas non plus mettre trop de trous dans un bec d'ibis, parce que sinon il risque de s'abîmer facilement, et l'ibis va se retrouver avec un bec cassé très rapidement. Donc, cet organe, il a fallu avoir un compromis entre le nombre de trous qu'on peut mettre dans le bec pour faire ce petit organe, et la taille du bec et la résistance du bec pour piquer dans le sol. Et donc ils sont aperçus que les ibis qui vivaient au bord de l'eau, ils sont capables d'avoir des becs beaucoup plus fins, avec un peu plus de trous, tout simplement parce que le sol dans lequel ils piquent, il n'est pas très résistant. Donc en fait, ils peuvent avoir un bec qui n'est pas si résistant que ça. Ils peuvent le faire avec plus de trous, c'est pas comme même si ça ressemble à un gruyère, au final, c'est pas très grave. Par contre, les ibis qui vont vivre dans des milieux où le sol est un peu plus dur, et ben ceux-là, ils vont avoir moins de trous sensoriels dans le bec, mais par contre, ils vont avoir un bec un peu plus épais aussi pour résister à la pression du sol.
Donc ils vont pouvoir piquer plus facilement dans un sol un peu plus dur. Et donc ils ont bien vu cette adaptation entre les différents milieux et les différents ibis. Donc voilà, je trouvais l'étude assez intéressante au niveau des adaptations. Je trouve ça assez chouette. Super intéressant. Mais du coup, le remote, j'allais dire le remote control, non. Le remote touch. Il fonctionne comment? C'est parce que quand tu m'en as parlé la première fois, c'est-à-dire il y a 5 minutes, ça fait il y a pas longtemps. Moi, ce qui m'est venu en tête, c'est les écolocations. Ah c'est-à-dire qu'il y a un signal qui part du bec et ça renvoie entre guillemets le. J'ai du mal à imaginer comment fonctionne le bec sans que ça touche en fait le. Alors ils savent pas exactement. Il y a encore pas mal de. C'est un peu nébuleux. Ils sont pas encore exactement sûrs de comment ça fonctionne parce que c'est un organe qu'on ne connaît pas très bien. C'est pour ça que c'est pas mal, c'est assez intéressant. Et ce qu'ils savent, c'est la structure de l'organe. Pour commencer par ça. Donc en gros, ce que tu as au bout du bec, c'est des petits trous qui vont donner cette structure visible à l'œil nu. Mais en fait, dans ces petits trous, c'est pas juste des trous, tu vas avoir des petites cellules, des cellules spécialisées qui vont être des mécanorécepteurs. Alors ces mécanorécepteurs, t'en as aussi sur le corps humain, hein, c'est tout ce qui te permet par exemple d'avoir le sens du toucher, tu vois. Et donc eux, ils vont avoir ça dans le bec et dans ces petits trous. C'est ce qu'on va appeler des corpuscules de Herbst pour les oiseaux. Alors okay. Voilà. Le nom est pas facile à prononcer, ça s'écrit Herbst. Il y a beaucoup de consonnes pour pas beaucoup de voyelles. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle des corpuscules de Pacini. Pacini ou corpuscules de Vater-Pacini pour les mammifères. C'est-à-dire c'est des toutes petites cellules qui vont servir à réceptionner des petits influx, en l'occurrence des vibrations. Et donc ces vibrations que tu as dans le sol, donc, qui vont être dues à la présence d'un petit ver de terre, d'un petit scarabée, d'un petit truc comme ça, elles vont se répercuter dans ces petits corpuscules de Herbst, et elles vont ensuite passer dans les nerfs, donc qui sont accrochés à ces corpuscules de Herbst. Hein, c'est le nerf trijumeau qui va jusqu'au bout du bec et sur lequel vont se mettre ces corpuscules. Okay. Et donc ensuite, le message nerveux va arriver jusqu'au cerveau. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et les corpuscules de Herbst, c'est vraiment spécialisé, c'est chez les oiseaux uniquement, et d'ailleurs certains oiseaux en ont même sur la langue. C'est ce qui leur permet aussi de sentir avec la langue, parce que par exemple les perroquets, t'as une langue assez dure avec laquelle ils manipulent pas mal les choses, par exemple. Voilà, donc c'est des petits trucs spéciaux. Et du coup, c'est une structure qu'on pourrait retrouver chez d'autres oiseaux. Moi, je pense par exemple au bécasseau ou à d'autres oiseaux. Complètement, ouais. Donc c'est dans la famille des. Alors t'as les ibis, mais t'as aussi dans la famille des Scolopacidés. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les bécasses, les bécassines, les barges, les phalaropes, les chevaliers, les courlis, ce genre de choses. Donc c'est les oiseaux qui dansent sur la plage. Exactement, c'est les oiseaux limicoles. Donc généralement de petite taille, plus ou moins. Avec un long bec, très ramassé. Exactement, c'est ça. Et donc ceux-là, ils vont aussi avoir ces mêmes petits organes au bout du bec. Par contre, souvent en quantité un peu moindre, et eux, ils ont été moins étudiés, donc je peux pas te dire exactement ce qui se passe là-dedans. Par contre, il y a un autre oiseau que les gens connaissent bien souvent, et qui a exactement les mêmes structures, qui s'appelle le kiwi. Je suis sûre que tu le connais. Et donc le kiwi, pareil, il a un long bec, et lui, pareil, son mode de fonctionnement, son mode d'alimentation, c'est la même chose que l'ibis adeda, c'est-à-dire qu'il va piquer dans le sol pour récupérer des petits trucs. Et donc il a les mêmes adaptations que l'ibis adeda d'ailleurs, plus ou moins le même petit organe au bout du bec, avec plus ou moins la même densité de trous d'ailleurs, vu que c'est la même adaptation, à la même alimentation, au même milieu en quelque sorte. Voilà. Tu parlais des pigeons de Johannesburg tout à l'heure. Oui. Est-ce que du coup le nombre de structures a évolué en 10 ans? Ça me paraît court, mais est-ce que justement alors il y a pas des points de comparaison qui ont été faits, non? Non, je pense pas qu'il y ait de structure qui est vraiment... Il n'y a pas eu d'études vraiment sur le sujet pour l'instant. Là, cette étude de 2022 dont je t'ai parlé, c'est vraiment... Ça fait partie du peu d'études qu'il y a sur le sujet, très honnêtement. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a eu quelques-unes, mais de manière beaucoup plus lointaine. Et il n'y a pas grand monde qui s'est intéressé au sujet récemment, donc il n'y a pas eu beaucoup d'avancées là-dessus.
Du coup, les ibis d'il y a 10 ans, on les a pas en fait. On n'aurait pas fait la différence. Et je suis pas sûre. Vraiment, vu que leur habitat, leur mode d'alimentation n'a pas vraiment changé, ils sont passés de grandes plaines à l'extérieur de Johannesburg à la ville elle-même, où en fait ils sont arrivés dans des jardins. Donc ça a pas changé beaucoup. Faut savoir que Johannesburg, c'est une ville qui est très très verte. On a tendance à la comparer à Paris parce qu'on se dit qu'il va y avoir des immeubles partout et qu'il va pas y avoir un seul jardin. En fait, c'est pas du tout le cas. Quand on regarde Johannesburg depuis un avion ou de haut, souvent on va voir surtout des arbres et c'est surtout des jardins. Voilà. Donc du coup, ils ont plein de place pour aller chercher à manger et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se sont très bien adaptés. Eh ben, j'ai plus qu'à prendre mon ticket pour Johannesburg, du coup. Eh ben, tu seras bienvenu. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, un grand merci à toi, Sophie, pour cette présentation des ibis et pour cette découverte et pour m'avoir accompagné lors de ce tout premier épisode du Courrier de la Sterne. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, avec de nouvelles informations sur les oiseaux. Eh bien, avec plaisir. Et on vous retrouve évidemment, chers auditeurs et chères auditrices, la semaine prochaine également. N'hésitez pas également à aller regarder la saison 1 du Courrier de la Sterne ou à l'écouter. On est sur PodCloud, on est également sur Spotify et sur Deezer si jamais vous ne voulez rien manquer du Courrier de la Sterne et rattraper nos précédents épisodes, que ce soit d'oiseaux d'ici, de France ou d'ailleurs. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.